Mais il est vrai que là, on est au cœur de l'actualité. Dans un contexte à la fois dans lequel le législateur reconnaît, affirme la liberté des partenaires sociaux de négocier, de mettre en œuvre des garanties collectives qui présentent un degré élevé de solidarité, l'encadre, précise les conditions dans lesquelles cette mise en œuvre doit intervenir et dans lesquelles on sait certains des outils qui étaient utilisés jusque-là ont été déclarés inconstitutionnels et donc il faut repenser justement cette mise en œuvre et cette organisation de la solidarité professionnelle. Donc le grand 4 de l'article L 912.1 précisait que les accords peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Et le décret a enfin été publié, c'est donc le décret du 9 février. Et donc, on va essayer de voir si c'est un outil intéressant, susceptible de redonner, ou de permettre de donner corps continuer de donner corps à la solidarité professionnelle et à une certaine mutualisation. Donc le décret, il est ici. Il est au fond assez bref. Et on va voir, il laisse alors à la fois pas mal de questions, mais du coup aussi pas mal de liberté. Dans le fonds, qui mettons? Des prestations. Ce fonds va permettre de financer des prestations qu'on va mutualiser. Le fonds, les prestations comprennent au moins action sociale ou prévention. C'est un ou, je peux avoir juste l'un des deux. Un peu dommage. Hein. Moi, je ne connais pas bien. Voilà. Donc voilà. Donc il doit y avoir au moins ça dans le fond. Et donc, vous le savez, le degré de solidarité et les prestations non contributives telles qu'elles sont définies par l'article 912.1 et ses textes d'application R 912.1, etc. Prise en charge de la cotisation de certaines catégories de salariés, action sociale, prévention. Donc vous voyez là déjà qu'on n'est pas obligé de tout mutualiser. Ça laisse une liberté d'organisation. On peut décider éventuellement ce qui relèverait de l'entreprise, à charge pour elle de l'organiser avec son propre organisme assureur et de ce qu'on va mutualiser au niveau de la branche. Alors si on parle financement, là on commence à aborder les questions qui fâchent. Qu'est-ce que c'est que cette cotisation ? Quel est le traitement social? Alors, quand on lit l'article L 912.1, on comprend que les choses sont indissociables. C'est indissociable. C'est les garanties collectives qui présentent un degré élevé de solidarité. Donc, je ne devrais pas avoir à distinguer ce qui relève de la solidarité de ce qui relève de l'assurance. À la lecture de l'article L 912.1, on comprend que c'est un tout. Donc, si c'est indissociable, voir si c'est accessoire, est-ce que ça suit le même traitement? Donc traitement social de la contribution patronale, exonération sous plafond, donc j'en tiens compte dans les calculs de mes plafonds, exonération sous plafond de cotisation sociale, mais ça veut dire aussi CSG, CRDS et forfait social. Donc c'est vrai que sur ces cotisations de solidarité qui ne sont pas très élevées, ça peut faire un petit peu important d'avoir dessus CSG, CRDS et forfait social. Pour le salarié, article 83 par article 83, est-ce que c'est déductible de l'IR? Et puis, surtout fiscalement, quel est le traitement fiscal de cette cotisation, enfin fiscalement au niveau taxe? Est-ce que ça rentre dans le champ d'application de la taxe sur les conventions d'assurance ou de la TSA si on est sur de la santé? Quitte à ce que ce soit exonéré, hein, bien sûr, si on est sur la prévoyance. Ou est-ce que ça rentre dans le champ d'application de la TVA? Là aussi, quitte à ce que ce soit exonéré. Voilà, donc des questions, évidemment, qu'il faut anticiper lorsque on est dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Et ça nous conduit aussi à qui gère. Alors, on parle d'un fonds. Un fonds, qu'est-ce que c'est qu'un fonds? Juridiquement, ça n'est pas quelque chose de défini. On peut penser patrimoine d'affectation, des sommes identifiées, des prestations qui vont financer des prestations.
Après, la pratique, tu connais, il y a des fonds, voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qui soit très cadré et identifié. Et ensuite, évidemment, la question de qui gère. Qui gère? Alors, est-ce que c'est forcément l'organisme recommandé? Non. Est-ce que même c'est forcément un organisme assureur? Non. Ça pourrait tout à fait être une association paritaire, créée à cet effet ou pas. Rien n'impose l'organisme assureur. On peut même se demander d'ailleurs à quel titre un organisme assureur peut gérer ce fonds. Alors si c'est l'organisme assureur recommandé, qu'il gère ça en accessoire de la prestation d'assurance qu'il met en œuvre, ne me dérange pas, même si évidemment là on a une gestion qui intervient au bénéfice de personnes qui ne sont pas les membres, les assurés de l'assureur, puisqu'on va être au-delà, puisque ça cible toute la branche. Ensuite, il faut organiser le fonctionnement. Donc, qui va appeler les cotisations, comment est-ce qu'on va aller les chercher, qui contrôle, qui va verser les prestations, quels sont les moyens pour agir. Et voilà, encore et toujours le contrôle des droits et du respect des droits et des obligations des uns et des autres, le contrôle du fonds, le tout voilà, sous le contrôle de la commission paritaire. Et si on en revient sur le texte, sur qui gère, ça n'est en tout cas pas la commission paritaire, puisque le décret précise, le quatrièmement, que j'ai un gestionnaire qui est chargé du pilotage par la commission paritaire. Donc, il y a une dissociation, ça n'est pas la commission paritaire elle-même qui peut se charger du pilotage du fonds. Alors, on le rappelle, l'article 912.1 impose pour le choix de l'organisme assureur recommandé transparence, impartialité, égalité de traitement, et définit ensuite, avec ses décrets d'application, une procédure de mise en concurrence assez rigoureuse. Est-ce que cette procédure de mise en concurrence s'impose pour le choix du gestionnaire? Bon, peut-être pas nécessairement. Est-ce que pour autant on peut s'affranchir de l'impartialité, la transparence et l'égalité de traitement? Probablement pas. Donc il faudra à tout le moins peut-être procéder à une certaine mise en concurrence, à tout le moins à définir, à tout le moins en tout cas justifier des raisons du choix, de ce qui a conduit au choix de tel ou tel gestionnaire, étant précisé évidemment que si c'est l'organisme assureur recommandé, la mise en concurrence, elle est faite à l'occasion de la mise en concurrence du choix de l'organisme assureur recommandé. Donc là, j'ai bien une mise en concurrence dans les conditions. Voilà, petite liste, et il y en a encore probablement, vous en avez encore certainement beaucoup d'autres, des questions qu'il faut anticiper et aborder si les partenaires sociaux veulent mettre en œuvre ce nouvel outil, un outil intéressant pour continuer à donner vie à la solidarité professionnelle, pour aller vers de l'égalité de traitement des salariés dans la branche, mais un outil qui demande, et un outil, parce que c'est pas un défaut, de la créativité et de l'ingénierie juridique pour que les choses soient pensées, cadrées et mises en œuvre, voilà, dans un cadre posé. Merci Magali. Je propose qu'on passe tout de suite à quelques exemples et puis après on échangera avec la salle et au travers de la boulangerie d'une part et puis d'autre part au travers du Fonds d'action sociale du travail temporaire. Je vous propose de venir vous installer. Moi j'ai bien écouté l'exposé qui vient d'être fait et je me rends compte que c'est une usine à gaz qui est en train de se mettre en place pour faire de la solidarité. Je ne vais pas revenir dessus, mais ça amène beaucoup de complications, particulièrement dans le cadre de la recommandation, quand les gens pourront, dans la même branche, des gens pourront s'assurer chez divers assureurs, la complexité pour récupérer les fameux 2%. La prévention, plus tôt elle commence, plus elle est efficace. Donc,
nous sommes dirigés vers les centres de formation d'apprentis. Et je pense que là, on a été vraiment les premiers dans ce style. Dans tous les centres de formation d'apprentis, nous avons fait une opération sur le bucco-dentaire, c'est-à-dire que dans les centres de formation d'apprentis, l'UFSBD se déplaçait avec un fauteuil, avec les choses nécessaires pour faire des examens de la dentition. Alors, le but, c'était premièrement regarder un petit peu l'état dentaire, mais aussi préconiser l'hygiène dentaire, car on sait qu'avec une bonne hygiène dentaire, on évite des maladies et des frais supplémentaires. Alors, ça s'est fait sur l'ensemble de nos CFA. En deuxième point, nous nous sommes dirigés vers l'hygiène respiratoire. Dans ce cadre-là, également, nous avons fait la même opération sur tout l'ensemble de notre personnel. Puis ensuite, dans les CFA également, en expliquant un petit peu, puisque nous avons une profession où on utilise de la farine, et on sait que ça risque de causer des problèmes. Donc là, le but était double. Le but était de regarder d'abord s'il y avait des gens qui risquaient de se décliner vers l'asthme, et puis aussi de leur apprendre l'hygiène dans le cadre de la respiration, parce que là aussi, on sait que des gens qui risqueraient d'être touchés, avec une bonne hygiène respiratoire, peuvent éviter d'être touchés. Donc, deux avantages. Premièrement, ça maintient les gens en bonne santé, et puis ça permet à des gens qui rentrent dans une profession et qui risquent à un certain moment d'en être éliminés ou de ne plus pouvoir la pratiquer, de pouvoir rester dans cette profession et de l'appliquer. Une nouvelle opération, et là je crois qu'il ne s'est jamais fait, c'est sur la tension en fait. Ça va être des tensiomètres qui vont être distribués dans l'ensemble des boulangeries avec une plaquette qui répondra aux questions posées. Enfin, je ne vais pas aller dans tout le détail parce qu'il faudrait que j'y passe la matinée, je pense que ce serait un peu trop, mais je peux vous garantir que par les professeurs, grands spécialistes de la HTA, ils sont très intéressés par la mise en place de cette opération. Alors, ça c'est sur le côté prévention de ce qu'on appelle, nous, le haut degré de solidarité. Maintenant aussi, il y a les droits non contributifs, qui sont extrêmement importants également. Et dans le cadre de ces droits non contributifs, nous avons mis en place le fait que les gens qui quittent la profession sont pris en charge en payant seulement 15% de supplément, c'est-à-dire 115% du tarif pour leur complémentaire santé, même quand ils sont en retraite. Alors qu'on sait qu'à loi E20, c'est 150%. Et les assureurs ne me contrarieront pas quand je leur dirai que même à 150%, je crois que c'est très difficile à équilibrer. Nous, c'est dans l'esprit intergénérationnel, c'est-à-dire que tout le monde participe à notre complémentaire santé. Donc, c'est les jeunes qui payent également, qui payent un peu pour les plus anciens. Mais je tiens à vous dire qu'on est loin des 2% qu'on préconise là, qui, à mon avis, n'amèneront pas grand-chose dans la solidarité. Ce qui est important et ce qui conditionne l'efficience d'un dispositif de solidarité, c'est d'être bien calé d'une certaine façon sur les spécificités du public auquel on s'adresse. Donc le travail temporaire, c'est effectivement organisé en branches professionnelles. Alors la particularité de cette branche professionnelle, c'est que ce qui fait le lien entre toutes les personnes de cette branche, ce n'est pas une spécificité de métier, de secteur d'activité, mais c'est une spécificité liée à la forme du contrat de travail. D'une certaine façon, le travail temporaire, c'est une branche interprofessionnelle, interpro, puisqu'à l'intérieur, en fait, on trouve quasiment tous les métiers. Alors, deux dates clés, en fait, par rapport à ces enjeux de solidarité, 1992 et 2016. 1992, c'est la création du FAST, qui relève d'une initiative en fait des partenaires sociaux sous la pression amicale des pouvoirs publics à cette époque-là, mais d'une négociation en fait au sein de la branche pour répondre aux enjeux. Alors on n'utilisait pas encore ce vocable-là à cette époque, mais véritablement pour répondre aux enjeux de responsabilité de RSE, de responsabilité sociale des entreprises.
l'objet social du FAST, en fait, c'est de contribuer à résoudre des problématiques particulières qui sont liées à cette forme d'emploi. Cette vision s'est assez largement élargie depuis, puisque la mission du FAST, certes, effectivement, c'est l'accompagnement social des personnes qui, à un moment donné, peuvent se retrouver en difficulté, avec une logique de service social du travail, des possibilités, comme on l'a évoqué concernant la boulangerie, d'accès en fait à des secours exceptionnels. Mais c'est aussi, et pour beaucoup aujourd'hui, l'accompagnement des personnes dans leur parcours de vie et d'emploi. Dans leur parcours d'emploi, au sens où, dans les dispositifs qui ont été mis en place, qui ont été déployés, en fait, ils visent, alors, en ayant à l'esprit que la première action sociale, c'est d'aider les personnes à avoir une feuille de paie à la fin du mois, ils visent à aider les personnes dans leur parcours d'emploi, en illustration, en apportant des réponses et des solutions par rapport aux enjeux de la garde d'enfants et par rapport aux enjeux de mobilité. Quand on parle de mobilité, on parle de mobilité au quotidien. J'ai besoin d'une voiture pour me rendre sur le lieu d'une mission qu'on me propose pour demain, ou pour continuer une mission que j'ai démarrée, sachant que ma vieille bagnole vient de tomber en rade, eh bien j'appelle le FAST concrètement, et pour le lendemain, j'ai accès à un véhicule de location à tarif réduit, puisque je ne vais payer que 5 € par jour, le solde étant financé par le Fonds social. Voilà pour illustrer de façon très restrictive, certes, mais peut-être exemplaire, le sens en fait de l'intervention des interventions du Fonds d'action sociale. L'action sociale qui a été abordée dans le cadre du travail temporaire, elle a été pour beaucoup jusqu'alors une action sociale dite curative, résoudre des problèmes, trouver des solutions au moment où le problème survient. Et il est vrai que les réflexions actuelles en fait, nous poussent à avancer beaucoup plus avant dans des logiques de prévention, par rapport aux enjeux de prévention. Et là, effectivement, la branche de la boulangerie est nécessairement source d'inspiration. Alors, on s'est cependant rendu compte qu'on faisait de la prévention sans le savoir. Par exemple, donc, dans le cadre de l'action sociale, on a un dispositif qui vise à proposer une solution d'hébergement immédiate à une personne qui, tout en étant en situation de travail, en mission de travail temporaire, dort dans sa voiture, voire quelquefois dans des conditions pires encore. Donc on sait qu'il y a des dispositifs qu'on va qualifier de droit commun pour accompagner les personnes qui sont dans ce type de difficultés, mais on connaît les limites de leur efficience, de leur efficacité et surtout de leur réactivité. Donc nous, en fait, on intervient en premier rideau d'une certaine façon. Dès qu'on est informé d'une situation, on finance, en fait, très concrètement, des nuitées d'hôtel pour, alors dans le jargon de la convention sociale, on va parler de mise à l'abri, hein, pour faire en sorte que la personne ait un toit sur la tête. Et effectivement, on est là sur une action curative, mais aussi fortement préventive. On l'imagine bien que quelqu'un qui dort dans ces conditions-là est beaucoup plus exposé qu'un autre au risque professionnel quand le lendemain il prend son poste sur un chantier. Alors maintenant, effectivement, l'enjeu sur la prévention, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est notre chantier du moment. Donc 92, j'ai tout à l'heure deux dates. 92, la création du FAST. Donc avec la démonstration qu'on n'a pas besoin nécessairement d'usine à gaz. Alors en quoi en fait on n'a pas besoin d'usine à gaz? Tout simplement c'est que le FAST au moment où il a été créé, les partenaires sociaux ont convenu d'un financement spécifique. Ils ont dit voilà, les entreprises s'obligent à contribuer à hauteur de X% de la masse salariale intérimaire pour financer le fonds d'action sociale. Ensuite, les partenaires sociaux se sont donné les moyens opérationnels puisqu'ils se sont dotés d'une structure en propre avec une personnalité morale. Donc cette structure associative, on est sous forme associative, à pilotage paritaire. Le conseil d'administration du FAST, c'est donc dans une logique strictement paritaire, et qui se voit effectivement délégué par la commission paritaire de la branche la mission de mettre en œuvre la politique sociale décidée par les partenaires sociaux et sous leur pilotage direct donc d'un comité paritaire de gestion. Alors deuxième date clé 2016, l'émergence de la formalisation du concept HDS au degré de solidarité, donc on faisait du HDS sans le savoir. Alors maintenant, sincèrement, moi de mon côté, je préférais l'époque où on en faisait sans le savoir et on le faisait bien, sans se prendre trop la tête, sous le pilotage direct des partenaires sociaux et sous leur responsabilité directe et eux ayant toute marge de manœuvre pour prendre les décisions qui leur semblaient pertinentes pour la branche et pour les intérimaires.
Alors, vous l'imaginez dans ce type de contexte, hein, de situation multi-employeur, d'emploi fragmenté. Là, pour le coup, la logique d'une approche collective et mutualisée au sein de la branche est plus que pertinente. Enfin, on ne pourrait pas faire ce qu'on faisait si on n'était pas dans cette logique finalement de quasi-désignation. J'assume le terme parce que le dispositif ne peut pas fonctionner si toutes les entreprises n'y sont pas. Alors, il y a toujours des réfractaires, hein, ça c'est dans la nature humaine et dans la nature des entreprises. Non mais c'est compréhensible en plus, voilà, c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, effectivement, vous savez qu'on parle, je dirais, en logique de taux de remplissage, on est sur un taux de remplissage de l'ordre de 96%, donc rapporté en fait à l'activité de la branche. Mais j'insiste sur le fait que les 4% qui manquent, en fait, posent des difficultés. Les 4% qui manquent, c'est, excusez-moi l'expression, 50% des emmerdes en termes de pilotage et de gestion. Hein, voilà. Donc l'efficience, effectivement, elle suppose que tout le monde soit là. Et alors c'est vrai, du coup, enfin, pour un organisme comme le FAS, qui d'une certaine façon, dans ses responsabilités, donc, se voit confier un monopole, j'assume le terme, ça apporte une vraie responsabilité, en fait, qui est celle de l'efficience et puis de la transparence aussi, pour pouvoir rendre compte de ce qui est mis en place.